Ici Moscou. À propos, avec Alexandre Artamonov. La monarchie sauverait-elle la France ? À un moment donné, la monarchie semblait être vouée aux oubliettes en France. Elle n'existait qu'à travers les livres de l'histoire où l'auréole des temps jadis resplendissait dans les grands agissements des aïeux. Pour ceux qui sont âgés de plus de 30 ans, on se souvient encore du Guesclin ou Charles Martel ou encore de l'époque de Louis XIV. D'aucuns d'entre nous savent qu'à l'échafaud, le dernier Bourbon a demandé à son bourreau des nouvelles du marquis de la Pérouse. La monarchie française a su féconder le monde, car tout banni par ses égaux qu'il fut, Lafayette, un noble français par excellence, a su contribuer à l'éclosion des États-Unis. En un sens, la monarchie incarne toujours d'ailleurs le règne personnalisé d'un être humain face à la démocratie, système bureaucratique et privé de toute humanité qui, selon Bertrand de Jouvenel, grand sociologue français, rendit les impôts beaucoup plus lourds et enfanta le XXe siècle avec toutes ces horreurs indicibles. Nous avons été discuter avec Olivier Tournafont qui, monarchiste et fier de l'être, professeur de droit à Paris, a voulu se pencher avec nous sur une analyse approfondie entre les deux modèles sociétaires, à savoir la démocratie et la monarchie, qui peut revêtir des formes assez diverses. Écoutez, je pense que vous avez donné les deux éléments, les choses sont mêlées. Il y a d'une part une volonté de sensationnel et même peut-être de spéculation. Ça, c'est indéniable. Je crois qu'on vendrait le sang séché de Lénine ou le sang séché d'Hitler. Ça attirerait également les investisseurs parce qu'ils se diraient ça va forcément prendre de la valeur un jour. Donc il y a tout cet élément de sensationnel qui touche absolument tous les aspects d'ailleurs des objets historiques, hein, que ce soit les autographes, les costumes, même les mèches de cheveux. Bon, c'est quelque chose de malheureusement très mercantile mais très courant. Et puis il y a aussi un autre sentiment certainement qui vient se mêler, c'est en effet l'idée de prendre possession d'une relique. Je comparerais ça un petit peu aux reliques de la Sainte Croix ou au Saint-Suaire, un objet exceptionnel qui ouvre sur une autre dimension, une sorte de morceau du passé, et d'un passé terriblement chargé en drame, qu'est la Révolution française. Bon, je crois que les deux se mêlent profondément dans ce genre de vente. Oui. Alors la question est de savoir si on doit en effet permettre la marchandisation, comme on dit, de ce genre d'objets. Ça, c'est un débat qui est très ancien, évidemment. Oui. Alexandre, veux-tu ajouter quelque chose ? Je n'ajouterai qu'une chose, que de toute façon, on comprend très bien l'intérêt naturel du peuple, donc de s'acquérir les effets d'un roi déchu, d'un monarque. Cela répond parfaitement, si je puis dire, donc au mouvement psychologique du peuple russe qui, par exemple, affectionne beaucoup les expositions donc des effets personnels de la famille Romanov, comme il y en a une d'ailleurs alors qu'il est à Moscou. Une partie relativement faible de la population. Mais justement là, si je puis dire, tu m'arrêtes un peu en plein essor, mais enfin ce que je voulais dire, que pour moi, enfin tu connais plus ou moins mes convictions personnelles, cela répond à un sentiment nostalgique qui est à la fois un sentiment émotionnel, donc on sent qu'il y a une émotion, qu'il y a, peut-être même une tristesse que je ne trouve pas cynique. Je la trouve plutôt peut-être très basse parfois dans son expression un peu populaire, mais enfin c'est le bas commun de mortels qui le fait. Enfin, par exemple, le sang qui a été vendu 18 738 € me rend un peu, me laisse bouche bée, parce que en fait, on ne peut pas vraiment estimer le sang d'un roi. Donc là, j'ai du mal à comprendre, mais je m'évertue de comprendre, et je ne voit qu'une chose, qu'il y a donc un mouvement de retour, peut-être nostalgique, de l'intérêt à l'égard de la monarchie. Ça, c'est un fait indiscutable. Tu ne serais le nier, Boris. Sociologique. Voilà.
Si vous me permettez d'ajouter, Alexandre, un mot à ce que vous venez de dire, qui est tout à fait juste. Je crois que les sentiments des populations, que ce soit le peuple russe ou les peuples européens, sont des sentiments mêlés qui, aujourd'hui, sont un peu paradoxaux, parce que d'un côté, on a dit pendant 200 ans à tous ces peuples que la démocratie allait assurer leur bonheur. C'était un peu comme aussi la propagande pour l'Union européenne, ça allait être le paradis sur terre. Ils ont déchanté. Aujourd'hui, le système est en grande difficulté. Les gens sont amèrement déçus et ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu aussi une dimension spirituelle avec la chute de la monarchie. Donc il y a une nostalgie, comme vous l'avez bien dit. On a fait des sondages intéressants en France. On estime que 20% à peu près des Français, ce qui est quand même assez important, ont une grande sympathie pour la monarchie et ne désapprouveraient pas un retour à une monarchie constitutionnelle. Ce qui est beaucoup 20% parce que finalement c'est à peu près le même étiage que les grands partis politiques comme le PS ou l'UMP ou le Front National. Bon, ça veut dire qu'il y a partout dans la population des gens qui ont une sympathie pour ce mode de gouvernement. Et cette sympathie a tendance à augmenter effectivement en ce moment en raison de la déception profonde qui a été amenée par les systèmes républicains laïques partout dans le monde d'ailleurs, hein, pas uniquement je vous le fais pas dire. Je vous le fais pas dire. Je crois que c'est un fait historique. Il y a une déception très grande aujourd'hui, aussi bien à l'endroit du capitalisme d'ailleurs qu'à l'endroit de la démocratie parlementaire. Les gens ont le sentiment d'avoir été trompés, d'avoir été instrumentalisés. Ça, je crois que c'est très fort aujourd'hui. Il y a des monarchies absolues, qui sont des monarchies dans lesquelles le monarque gouverne sans partage. On en trouve encore aujourd'hui des exemples dans les pays d'Arabie, notamment l'Arabie Saoudite. C'est un exemple. Bon, ce sont des systèmes d'ailleurs qui sont relativement efficaces encore aujourd'hui, même s'ils ont gardé un caractère féodal très marqué. Efficace en quel sens excusez-moi de vous couper la parole. Efficace en quel sens? Efficace en ce sens que lorsqu'il y a eu les printemps arabes, vous avez pu constater que les monarchies absolues ont tenu bon alors que les dictatures laïques sont tombées. Ça, c'est une constatation que j'ai faite. Un plat dans le mille, oui, non, je voudrais terminer, excusez-moi de reprendre parce que je voudrais dire qu'il y a donc ce système-là, qu'on appelle la monarchie absolue, qui a existé en Europe aussi, hein. Frédéric II, Louis XIV, tout le monde connaît. C'est un système dans lequel le roi ne rend pas compte devant un quelconque parlement, il rend compte devant Dieu, et d'ailleurs absolu ne veut pas dire despotique. Hein. Absolu veut dire libre de tout lien, c'est un point important. Ça ne veut pas dire que les pouvoirs sont tyranniques. Bon, ça c'est un premier système. Ensuite, à l'opposé, vous avez ce qu'on appelle la monarchie constitutionnelle. Alors la monarchie constitutionnelle, c'est une démocratie couronnée la plupart du temps, c'est l'exemple de l'Angleterre, enfin plutôt du Royaume-Uni, des pays scandinaves, de l'Espagne, de la Belgique. Alors ce système est celui dans lequel le roi règne mais ne gouverne pas, il a une influence morale, il assure seulement la continuité de l'État. Bon, il a des avantages qui sont perceptibles très facilement dans les pays scandinaves et en Angleterre. En Espagne, c'est intéressant, il faudrait qu'on en discute davantage. Et puis entre les deux, mais ça c'est les deux pôles extrêmes, entre les deux vous avez une infinité de situations intermédiaires. Vous avez des monarchies qu'on peut qualifier d'institutionnelles ou de statutaires, qui sont des monarchies comme ont existé par exemple le Second Empire en France, l'Empire des Habsbourg en Autriche-Hongrie, l'Empire allemand. Ce sont des systèmes mixtes dans lesquels le pouvoir appartient pour partie au souverain, pour partie au Parlement, et il y a un minuscule État en Europe qui fonctionne sur ce modèle et qui est très, très intéressant, c'est la principauté du Liechtenstein, puisque la souveraineté politique appartient simultanément au peuple et au prince. Et au prince qu'il exerce en collaboration. Alors ce qui est intéressant, c'est que le peuple peut s'adresser au prince pour lui demander de mettre son veto, par exemple, à un projet de loi qui déplairait. Le peuple peut également provoquer une votation. Le prince peut provoquer des votations. Et ces dernières années, le système a permis de tenir en échec les puissantes oligarchies parlementaires et financières qui, bien sûr, voulaient avoir les coudées franches. C'est un système intéressant. Alors, donc il y a toutes sortes de monarchies. C'est un système incroyablement varié. Le roi règne, le roi peut prendre des décisions, mais le roi peut parfaitement laisser au peuple de très grands espaces de liberté. Ça s'est vu dans la monarchie française. Je vous rappelle que certaines provinces, notamment du côté du Dauphiné, s'autogéraient exactement à la manière des cantons suisses, avec des votations directes. On votait les impôts. Et le roi, évidemment, n'y trouvait rien à dire, parce que c'était des privilèges qui étaient garantis par la couronne comme d'autres.
Et le fait que dans un État, il y ait plusieurs systèmes simultanés, dans une monarchie, n'est pas gênant du tout. C'est la logique paradoxale, c'est pas la logique formelle et rationaliste dont nous avons hérité avec la Révolution. C'est une autre manière de concevoir l'ordre social. Je voulais dire que toi, qui est un grand ami de la Belgique, Boris, en tant que correspondant de Libre Belgique, si je m'abuse, donc tu devrais être au courant que la Belgique a évité la sécession grâce justement au monarque, parce que lorsque les gens étaient sur le point de, si je puis dire, d'en découdre, enfin je veux dire entre les Wallons et donc les Flamands, eh bien d'après les sondages, c'est bien donc le roi qui les a retenus donc de ce geste qui serait donc le geste ultime donc de l'existence de l'État belge en tant que tel. Et je voulais juste vous demander si d'après vous, Olivier, l'Espagne ne serait pas donc dans la même situation, je veux dire au bord du gouffre, qui saurait être évité grâce à un retour en force donc de la monarchie qui est bel et bien donc le régime espagnol. Donc, Alors voilà, la question de l'Espagne est une question extrêmement intéressante, vous avez raison de la poser, c'est une question extrêmement actuelle. Alors j'aimerais pas être à la place du roi Juan Carlos parce que le roi se retrouve sur la sellette dans une position assez inconfortable. Tout à fait. Le roi Juan Carlos a été porté par la vague européenne et en 1982, quand le colonel Terrero a fait son coup de force, le roi a pris le parti de la démocratie parlementaire, de l'ouverture à l'Europe. Donc, ça lui a assuré d'ailleurs une très grande popularité pendant 30 ans. L'ennui, c'est que la vague européenne reflue. Aujourd'hui, tout le monde vitupère l'Europe. Regardez ce qui se passe en Grèce, à Chypre, en Espagne. Le peuple espagnol est de plus en plus hostile à cette construction abstraite et parfois inhumaine. Et actuellement, ça tient à peu près là encore. Mais imaginons, ce qui n'est plus simplement une hypothèse d'école, qu'un coup d'État se produise, par exemple, parce que la Catalogne proclamerait son indépendance. Il y a eu des mises en garde très sérieuses du chef d'état-major des armées en Espagne qui a dit que si la Catalogne proclamait son indépendance, l'armée ne se considérait plus tenue à aucune loyauté envers le gouvernement, ce qui veut dire que c'est le coup d'État. Alors là, on serait de nouveau devant une redite du coup de 1982. Que ferait le roi Juan Carlos? Alors soit il essaye de sauver la démocratie parlementaire, mais il y a des risques très importants qu'il soit emporté par une vague de rejet massive, ou alors il apprend la tête de la contestation, il reprend un pouvoir effectif. Et là, évidemment, est-ce qu'il a été préparé à ça? C'est d'ailleurs le danger de la monarchie constitutionnelle qui laisse le roi dans une position passive. Et le jour où il faut se réveiller, le réveil peut être brutal. C'est l'inconvénient de ce régime. Moi, c'est pour ça que je préfère un État dans lequel le monarque est impliqué, malgré tout, dans un rôle arbitral, mais ne met pas complètement à l'écart. Il nous appartient de douter des arguments avancés par les participants de la discussion, mais les faits sont bien là. Il va sans dire que la France se trouve dans une impasse existentialiste en queue de poisson. Et si cette voie est sans issue, il vaudrait peut-être mieux faire marche arrière tant qu'il est encore temps pour renoncer à l'héritage sanglant de la République et reprendre le cours de l'histoire qui a fait les grandes heures d'un pays qui se fit connaître comme France, avec tous ses héros qui sont maintenant proscrits au nom du nouveau régime mondialiste, sans âme, ni cœur, ni religion, ni pays. Alexandre Artamonov, La Voix de la Russie.